Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Effectivement, on s'ennuie pas. Beaucoup de choses autour de cette data. Effectivement, cette data qu'il va falloir préparer. Clairement, on le sait, il suffit pas de l'empiler. Aujourd'hui, il y a un vrai boulot tout simplement de nettoyage de cette donnée. Il va falloir aussi l'étiqueter. Quand on parle des fois de MDM, de Master Data Management, il va falloir se mettre d'accord sur finalement toute cette taxonomie. Qu'est-ce qu'est de la donnée, quels sont les champs, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, et puis quand on va aller sur l'IA, il va falloir l'entraîner. Ça serait magique s'il suffisait d'appuyer sur un bouton. On sait que même dans le cas par exemple de ChatGPT, ils sont passés par des Kenyans malheureusement un peu sous-payés pour juste entraîner la donnée. On l'avait vu à l'époque aussi sur la modération dans Facebook. On oublie un petit peu ces petites mains de la donnée qu'il peut y avoir derrière. Et puis c'est vrai que même quand on parle de données, finalement, les types de données, c'est pas ce qui manque. Alors il y a quelques années, on parlait beaucoup de big data. Après, on nous a dit la big data c'est bien, mais la small data c'est aussi important. Faut pas l'oublier quand on parle par exemple du search. On a l'open data quand on veut que sa donnée, si elle est anonymisée, en tout cas certains champs de ces données puissent être connectés ou partagés avec d'autres. Et ça, on l'a beaucoup vu sur la Smart City. On va avoir, je sais pas, les horaires de la SNCF qui vont être accessibles en API pour une autre application. On a la data périmée, on l'oublie celle-là, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on en a qu'il faut forcément la garder. De temps en temps, il y a un moment, il faut aussi faire le tri et faire le nettoyage en se disant est-ce qu'on a vraiment besoin de cette donnée. Des fois, elle peut être horodatée pour faire preuve, par exemple, d'une transaction à un instant T. Donc effectivement, derrière ce sujet de la data, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense au Chief Data Officer, où c'était le Chief Data Officer, c'est un peu le nouveau DSI. C'est avant on allait voir le DSI quand on avait un problème avec son imprimante. Maintenant on vient voir le Chief Data dès qu'il y a un problème avec un formulaire ou une info en disant c'est de la data, ça tient de ton rôle, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On a déjà vu ce schéma chaque année. Le volume de données mondial devrait tripler. Alors c'est vrai que ça paraît énorme et en même temps on voit bien qu'on en génère tous les jours un peu plus. On a le cloud qui nous permet de stocker moins cher ou de processer moins cher ces données. On a les tuyaux qui ont augmenté en taille, la 3G, la 4G, la 5G et la fibre. On a les objets connectés, les capteurs qui nous entourent, les smartphones. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que seuls 2% des données produites sont sauvegardées d'une année sur l'autre. Donc ça ne veut pas non plus dire qu'on va entasser ça pour toujours, mais c'est vrai que ça pose des vrais sujets de gouvernance, de moyens, de décision pour en faire quelque chose, parce que rien n'est plus facile que d'en empiler, rien n'est plus dur que de l'exploiter après l'avoir nettoyé. Et on voit que cette data et cette IA, finalement, tous les métiers vont être touchés. On a la data produit. Alors, on nous a beaucoup parlé du PIM et du DAM, les fiches produits et les visuels produits. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un tango entre les marques et les retailers. Avant, on s'envoyait des Excel, des PDF. On voit bien que si demain, on veut faire du e-commerce sur plusieurs marketplaces, avec plusieurs partenaires, il va bien falloir synchroniser, mettre à jour, fluidifier les flux de données. En ces périodes d'inflation, on voit bien que le prix, c'est aussi un vaste sujet. Alors quand on dit le prix, c'est une donnée, mais après comment on l'affiche? Est-ce qu'on a des étiquettes électroniques dans les magasins, par exemple? Est-ce que d'ailleurs elle est au bon prix? Est-ce que je l'ai fait évoluer dans le temps? Est-ce que je fais du yield? Par exemple, si on est sur les sites internet, et c'est Amazon qui bouge des millions de prix, des milliers de fois par jour, en fonction de la concurrence, de la vente et de tout un tas de choses. On a tout ce qui est lié au marketing et à la communication. Donc là, ça va être la segmentation des audiences, ça va être le A/B testing de différents messages ou la mesure et le ROI de différents canaux jusqu'au marketing mix modeling, où je vais pouvoir choisir entre tous mes points de contact finalement qu'est-ce que j'investis, où, quand, comment. Et puis sur la distribution, on voit bien qu'il y a tout un tas de choses qui va être impacté au niveau du retail. Demain, on aura du paiement biométrique. On l'a déjà en test chez Amazon avec Amazon Go, Amazon One ou avec Smile to Pay chez Alibaba. Mais demain, on va pouvoir contrôler par exemple les ruptures de stock. Donc là, on a vu SES Imagotag mettre ces petites caméras en grande distribution tous les 5 mètres qui vont prendre en face le rayon, vérifier que par rapport au planogramme, toutes les 30 minutes, il n'y a pas de rupture, alerter le chef de rayon, remonter les datas au niveau du rayon, du magasin, voire du central pour dire tiens, on a tout le temps des ruptures avec vous.
il y a un problème. Donc on voit bien que de toute façon, on va vouloir mesurer mieux et plus vite que la concurrence pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Et dans un monde particulièrement chaotique et en mouvement en ce moment, pouvoir prendre les bonnes décisions plus vite, c'est effectivement beaucoup de ROI. J'en parlais finalement. L'IA sous forme de computer vision, l'idée c'est de fluidifier les choses. Donc Amazon Go, je scanne mon QR code sur le téléphone, ma carte bleue ou ma paume de main avec Amazon One. Je rentre, je me sers, les caméras connectées, les étagères détectent ce que je prends, je sors. Je passe pas en caisse, je scanne pas mes produits. Alors il y a beaucoup d'attentes. On s'est juste rendu compte que pour le moment c'était un peu cher. Il y a quelques magasins Amazon Go qui viennent d'être fermés. En même temps, ils continuent leur partenariat avec Starbucks. Il y a d'autres marques qui sont en train de se doter de la technologie. La version low-tech, c'est des distributeurs intelligents. Finalement, on peut avoir aujourd'hui des distributeurs avec des écrans pour de la nourriture, pour de la santé, pour de la beauté, pour de la bijouterie ou de l'électronique. Les chariots connectés, on nous en a beaucoup parlé. Nous, on a beaucoup de doutes au hub parce que ça fait autant d'appareils à maintenir et c'est assez coûteux. Mais on peut fluidifier le passage en caisse déjà en reconnaissant les produits ou en scannant les produits plus rapidement. Ou rayon légumes par exemple, ou fruits, on va reconnaître tout de suite que c'est une poire au lieu d'aller chercher sur l'écran. Et puis on a pas mal de tests autour des robots, même si c'est pas encore totalement concluant. Demain, on va avoir des robots qui vont nous permettre de nous accueillir, de nous renseigner, de nous guider, de nous servir dans certains cas, voire de nous divertir ou de s'occuper de nous si on regarde sur la santé ou l'accompagnement de la vieillesse. On voit bien que les outils pour personnaliser l'expérience, puisque finalement une fois que j'ai de la donnée, je vais essayer de la leverager, je vais la leverager demain pour faire des recommandations personnalisées sur un site internet, pour adapter le parcours client en temps réel. Peut-être qu'en fonction de votre adresse, je vais vous proposer tel type de livraison ou telle option supplémentaire. Je vais vous mettre en scène le contenu. Je vais peut-être changer ma homepage, changer les visuels de ma rubrique. Rappelez-vous de Netflix qui change ses miniatures en fonction des gens et puis plusieurs fois. Donc on voit bien que c'est pas les outils qui manquent. Faut-il encore que cette donnée elle soit prête, elle soit rangée et qu'on puisse l'exploiter. On va peut-être améliorer l'expérience client et le service client. Yellow.ai qu'on avait vu à la NRF, eux ils font du bot et finalement on a un peu le retour du bot avec ChatGPT et eux par exemple ils font un killing en Indonésie sur WhatsApp. Donc eux ils font vraiment du voice commerce, enfin du message commerce en Indonésie. Ils nous montraient les chiffres qu'ils avaient là-bas, c'était assez incroyable. L'interface n'était pas dingue mais c'était fluide, c'était simple, c'était efficace et c'est vrai que des fois on veut faire du beau et le beau c'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. Avec Meon qui va permettre par exemple de centraliser toutes les conversations des médias sociaux, parce que quand on nous interpelle sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, on a vite fait de rater certains messages et donc là c'est permettre de centraliser un peu comme un centre d'appel multi point de contact. Zendesk qui fait ça aussi très bien, Clarify qu'on a vu à la NRF qui est un peu une agence spécialisée des outils data IA et qui va vous customiser des choses sur mesure. Plus récemment, effectivement avec l'IA générative dont vous avez beaucoup entendu parler, on va pouvoir créer du texte ou image, on va décrire une image, elle va se générer. Déjà Boost.ai ou Flare.ai, eux ils vont vous permettre de mettre en scène vos produits. Donc il faut que vous ayez déjà la photo de votre produit, mais par contre si vous voulez que votre veste soit portée par une femme de 35 ans dans un parc de jour, en fait cette femme n'existe pas, ce parc n'existe pas, il va être généré pour mettre en scène votre produit. Flare.ai c'est la même chose, vous avez votre bouteille de parfum, à la limite ça il faut déjà avoir le visuel, mais vous voulez la mettre en scène, vous décrivez la situation et ça va vous générer instantanément l'image autour. Donc plutôt que de faire un shoot de studio en bookant des gens, vous allez pouvoir générer ça et ça c'est un petit peu toutes les nouvelles solutions qu'on voit arriver récemment avec Midjourney, Stable Diffusion et les autres. Myriad qui va faire du placement produit a posteriori. Souvent quand on vient nous voir pour nous proposer du placement produit, je vois TF1 qui me regarde, qui avait bien scanné les choses, je crois que c'était d'ailleurs sur votre stand qu'on les avait découverts à Vivatech. Des fois on vient nous voir mais la série on ne savait pas qu'elle allait marcher ou elle a été tournée il y a un an. Là on va pouvoir changer ou rajouter, vous voyez, une canette, changer un billboard, changer même une voiture dans le scénario instantanément, en tout cas a posteriori
produit avec l'IA générative, Hunch qui va vous permettre de tester des visuels personnalisés en fonction des données clients, et Creative Leaf qui va carrément vous dire à l'avance si votre créa sur les réseaux sociaux va performer ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer à l'intérieur pour qu'elle performe mieux en fonction de votre catégorie. Donc là, c'est assez génial, ça n'enlève pas votre côté créatif, mais des fois avant c'était j'aime pas, j'y crois pas. Et ben là, on va vous dire non, en beauté, au bout de 5 secondes, tu devrais mettre un visage et alors c'est pas plus gros le logo, mais en tout cas, voilà, ça vous aide à faire les bons choix. Alors évidemment, quand je vous parlais de données produits, il y a quand même des normes. Hein. On a GDSN de GS1. Voilà, on voit bien que demain, il va falloir de toute façon plus on va avancer, plus on va devoir avoir des standards. Il va falloir qu'on se mette d'accord. On n'est pas tout seul dans un écosystème, bon, sauf qu'on a la chance d'être marque et de vendre en D2C. Dès qu'on vend avec un distributeur, dès qu'on vend avec des marketplaces, dès qu'on vend avec un écosystème, il y a un moment, il va falloir se mettre d'accord. C'est pas chaque marque va arriver avec son système différent et le pauvre retailer, il se retrouve au milieu. Non, à un moment, il y a une discussion à avoir et il y a des acteurs. Un peu d'interopérabilité au milieu de ce monde-là. Rappelez-vous, les codes barres, c'est la même chose. C'est pas chacun vient avec son code barre. Non, mais moi, je l'ai fait rond, et moi, je l'ai fait carré, et moi, il y a 10 barres, et moi, il y en a 22. C'est un moment où on crée un standard pour que tout le monde puisse partager une donnée. Ça peut être une donnée sur les ingrédients, sur les prix, etc. Et on voit bien cette nécessité impérieuse dans les années qui viennent. On voit bien que l'IA, elle va nous aider aussi dans la supply chain, puisque demain, là, on l'a vu avec les ruptures, on l'a vu avec le coût du transport, on l'a vu avec le coût de l'inflation. Mieux anticiper, mieux prédire les ventes. Demain, on l'a vu, on peut plus détruire les stocks désormais dans tout un tas de domaines. Si j'ai mal calculé, si j'ai pas assez, je vais rater des ventes. Si j'ai trop, je vais être très embêté, voire ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc cette IA, elle va permettre d'anticiper les choses. C'est Shein, que vous connaissez tous en fast fashion, hein, qui n'est pas les rois du sustainable, mais qui nous disent que eux, je crois qu'ils ont un taux d'invendu de 2 ou 3% seulement. Ils utilisent énormément de data et d'IA avec des small batch pour vraiment anticiper au mieux et quasiment pas perdre d'argent là-dessus. Donc là, on a tout un tas d'acteurs qui vont vous proposer des solutions, par exemple, pour optimiser votre parcours de livraison. Je dois livrer toutes ces adresses-là. Crée-moi le parcours le plus rapide ou en tout cas le moins coûteux en essence ou en consommation. Si on prend Price Move, je vais pouvoir tarifier de manière intelligente et dynamique mes prix par rapport à mes concurrents, par exemple, en temps réel. Je n'ai pas quelqu'un qui va aller changer des étiquettes dans le magasin comme on faisait avant. On peut avoir des étiquettes connectées pour pouvoir changer les prix dans le magasin. Là aussi, vous imaginez le temps que ça nous prenait en jour homme d'aller changer les étiquettes au préalable, parce qu'il y a 2, 3, 4 changements de prix dans l'année, puis après, il y a toutes les promotions. Donc tout ça, pouvoir fluidifier les choses, on économise du temps homme, on économise de l'argent. C'est les robots aussi, et c'est vrai qu'on nous disait demain les robots prendront les emplois. Ça peut arriver dans certains cas, mais c'est généralement j'ai des robots en plus des emplois. Si vous prenez Amazon, ils sont 1 600 000 dans le monde, ça leur a pas empêché d'avoir des centaines de milliers de robots, et les robots ne les ont pas empêchés de recruter. Et si on regarde d'ailleurs, c'est pas dans les pays les plus pauvres qu'on a le plus de robots, Corée du Sud, Singapour, Japon, Allemagne, voilà, ils vont pouvoir réaliser certaines tâches qu'on n'est pas capable de faire. Je pense que vous avez tous vu, par exemple, que Tesla avait baissé ses prix de 10 à 15%, puis vient de les rebaisser de 10%. Pourquoi ? Parce que c'est les seuls au monde à pouvoir créer en une pièce, mouler en une pièce la calandre, la carcasse de la voiture, et ils ont fabriqué une gigapresse. C'est les seuls dans le monde à l'avoir créé, parce que Elon Musk savait qu'à un moment il allait avoir de la concurrence et s'est dit comment je peux faire baisser les prix. Tout le monde a dit que c'était impossible. Lui a trouvé un fournisseur pour fabriquer cette machine et aujourd'hui, il est le seul à l'avoir. Il est le seul à pouvoir baisser de 30% ses tarifs, là où les autres sont à peine en train d'arriver sur le marché. Donc cette robotisation, pour rester compétitif, elle est clé. Et puis de temps en temps, ça peut être des cobots, donc des robots qui vont travailler à côté de personnes humaines ou en collaboration avec des personnes humaines, donc qui vont s'arrêter et faire attention à ne pas blesser les humains à leur côté. C'est aussi des robots qui vont pouvoir entraîner ou reconfigurer de manière très rapide en leur montrant le geste. Et donc, c'est beaucoup plus simple que d'avoir un ingénieur électronicien qui vienne derrière. On a le RPA, comme son nom l'indique très mal. Là, on ne parle plus de robots physiques, on parle de robots de process. Donc, c'est des moulinettes qui vont automatiser une partie de la saisie du traitement de l'information. Donc, vous pourriez dire à chaque fois qu'il y a un candidat qui m'envoie un CV, il est scanné, il est indexé, il est mis à tel endroit, il va se passer ceci et cela. Et finalement, ChatGPT, c'est un peu le RPA pour tous. C'est qu'à la base, le RPA, c'était des gros process au niveau des
des ERP, des briques techniques dans l'entreprise. Finalement, là, j'ai une espèce d'outil moulinette avec un chatbot, donc qui est quand même très simple à utiliser et qui est particulièrement redoutable. C'est effectivement dans le secteur industriel tout un tas de choses dans la data. Par exemple, la maintenance prédictive. Je vais regarder toutes les machines qui tombent en panne, je vais avoir des capteurs dessus et je vais me rendre compte que tiens, dans 70% des cas, avant que mon bras mécanique tombe en panne, il a la température qui a tendance à augmenter un peu les 15 jours d'avant parce qu'il y a déjà des frottements. Donc si je détecte que la température augmente, je ne vais pas attendre que mon bras mécanique tombe en panne et que toute ma chaîne de production soit bloquée. Je vais envoyer proactivement une équipe de maintenance pré-réparer le produit avant qu'il lâche. Il y en a qui font ça, par exemple, sur des vibrations dans les voitures. Je vais avoir un capteur qui analyse les vibrations et les bruits et tiens, quand il y a des vibrations qui commencent à changer, je suis limite capable de détecter la pièce qui crée cette vibration et de dire qu'il faut aller au garage avant que vous cassiez et qu'à la limite il y a plus de pièces qui se cassent parce que j'ai un accident. Ça peut être pour la nomenclature, quand je parlais de master data, des fois pour faire les descriptifs des produits ou pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis par exemple Netherlands et l'autre Pays-Bas et l'autre Hollande pour juste uniformiser la donnée, retraiter la donnée, nettoyer la donnée, ça fonctionne plutôt pas mal. ChatGPT, j'en ai parlé, 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, donc quand même une vraie révolution, sachant que c'est un des outils LLM, donc cette nouvelle structure d'IA générative. À côté, il y en a énormément d'autres. Il y a Llama chez Facebook qui s'est retrouvé un peu par hasard avec le code sur Internet, ça aurait pas dû. On a la version Open AI avec Copilot qui va arriver dans PowerPoint, dans Word, dans Outlook, dans Teams dans les prochaines semaines. Mais là, de toute façon, tout le monde est en train de se lancer. On voit bien qu'il y a une appétence même de l'utilisateur final, finalement, qui se rend compte assez vite que ça lui gagne réellement du temps, que c'est pas très compliqué. Après, si on veut bien l'utiliser, ça vaut le coup de se former pour aller un peu plus loin que les requêtes de base, mais en tout cas on va gagner énormément de temps. Et effectivement, par exemple dans la fonction RH, demain pour pré-traiter, pour pré-filtrer les CV, là je crois que c'est Hopscotch qui a lancé une application de marque employeur qui discute directement avec le candidat de manière intelligente et automatisée pour déjà échanger. On pourrait avoir un robot coach pour l'entretien par exemple qui entraîne le candidat pour lui donner les meilleures conditions pour réussir et qu'on découvre son talent. Alors après, je ne sais pas si on ira jusqu'à licencier comme l'a fait Facebook il n'y a pas très longtemps. Alors eux, ils nous ont dit on a mis un algorithme pour être juste. Parce qu'au lieu que ce soit la tête du client, qui j'aime ou j'aime pas, en fait, on a pris un certain nombre de KPI. C'est un algorithme qui a décidé qui devait partir ou pas. Alors, on peut dire d'un côté, c'est très juste, parce que c'est vrai, au moins c'est objectif. Et en même temps, quand on nous dit ça, tous, me faire virer par une machine, ça nous paraît pas très humain. Donc, pas évident de trouver dans tout ça ce qui fonctionne, ce qui est légal, et après ce qui est éthique, et puis ce qui correspond peut-être à l'ADN de votre marque. Évidemment, les outils ne sont que des outils, ils sont rarement parfaits, et donc ils peuvent avoir des biais. Alors pas que les outils soient sexistes ou racistes par défaut, quoi qu'ils pourraient le devenir des fois quand on les entraîne, mais c'est souvent juste quand ils se sont entraînés eux-mêmes en machine learning, par exemple sur un set de data initial. Si par exemple j'ai dit je vais recruter de la même manière que les recruteurs les 10 dernières années, si ces recruteurs étaient sexistes et racistes, potentiellement l'IA va répliquer le même problème. Et il y a un très très bon bouquin là-dessus qui s'appelle Invisible Woman, que je vous conseille tous de lire, sur les biais par rapport aux femmes, et on s'aperçoit que dans tout un tas de sujets dans la société, on a l'individu moyen, en fait c'est un homme, on va dire de 40 ans, de 80 kilos, et donc du coup ça crée plein d'effets de bord, par exemple dans la sécurité routière, où on s'aperçoit que pendant des années, la ceinture de sécurité n'était pas à la bonne hauteur, les tests qui étaient faits avec des crash tests de mise n'étaient pas faits avec de la morphologie féminine, et donc les femmes avaient tendance à être beaucoup plus blessées et à mourir malheureusement beaucoup plus souvent dans les voitures, tout simplement parce qu'on les avait mal pris en compte dans les données d'entraînement des crashs. Donc sur la discrimination, sur la privacy, voire la déshumanisation, donc c'est bien les outils, ça ne reste que des outils. Demain, dans la banque, on voit bien que sur l'expérience client, sur la détection de fragilité ou de surendettement, sur la fraude, tout ça, on va avoir des outils pour nous assister, pour détecter des choses, pour nous informer, soit nous en tant que banque, soit nous en tant que client, mais on va être vraiment augmenté et assisté. Et on imagine demain, on a déjà de l'hyper frequency trading, mais demain, tout ce qu'on pourrait faire
positivement et négativement en utilisant des bots. Donc là encore, le génie est sorti de la bouteille. Maintenant, il va falloir voir comment on cadre ou comment on assiste tout ça. En santé, évidemment, que ça soit sur la conception de médicaments, l'analyse des données, la prévention, les objets connectés, la data et l'IA vont énormément aider à améliorer les choses, et en particulier sur la recherche, sur tout un tas de sujets. On a vraiment, avec le jumeau numérique, les tests, ce qu'on appelle in silico, virtuels, on va vraiment pouvoir trouver des molécules, faire des recherches génétiques. Donc là, on voit bien qu'il y a une accélération grâce à la data et l'IA. Et évidemment, on pourrait se poser la question de l'emploi derrière tout ça. C'est Goldman Sachs qui nous prédit que 300 millions de jobs seront impactés ou dégradés à cause de l'IA. Après, il y en aura tout un tas qui seront créés à côté. Il y a quelques années, je pense que jamais on aurait imaginé avoir des centaines de millions de développeurs dans le monde, parce qu'Internet n'existait pas et l'informatique était encore qu'à sa base, et ça c'était qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais effectivement, en tout cas, on y pense, et on se dit qu'il va y avoir un gros boulot d'accompagnement, de formation dans les entreprises, de strategic workforce planning ou de GPEC pour anticiper l'évolution des tâches, comprendre ce qu'on va donner à la machine, ce qui va être automatisé. Peut-être que demain, vous espérerez que vos enfants deviennent coiffeurs ou plombiers et pas cadres, parce que effectivement, ce sera peut-être plus compliqué que l'IA et la data remplacent nos plombiers, nos coiffeurs et nos cuisiniers, que notre avocat, notre médecin ou notre boss. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je vais laisser la place aux prochains intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel.